Alors, sans plus tarder, nous allons passer au prochain conférencier. Pierre Fortin est professeur émérite de sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal et membre de la Société royale du Canada et aussi ancien président de la Canadian Economics Association. Il a aussi enseigné antérieurement à l'Université Laval, je ne sais pas pourquoi il nous a quittés, et à l'Université de Montréal. Ses publications scientifiques concernent principalement les fluctuations et la croissance économique, les finances publiques, les politiques économiques et sociales. Il a obtenu de nombreux prix pour ses publications, ses chroniques et l'ensemble de sa carrière scientifique. Il est chevalier de l'Ordre national du Québec et commandeur de l'Ordre de Montréal. Il a aussi été désigné comme l'économiste québécois le plus éminent par un vote des membres de l'Association des économistes québécois. Il a été conseiller économique du ministre des Finances du Canada et conseiller économique principal du premier ministre du Québec. Il détient un baccalauréat en humanités classiques de l'Université Laval, une maîtrise en mathématiques de Montréal et un doctorat en sciences économiques de l'Université de Californie à Berkeley. Et peut-être sa plus grande contribution à l'économie du Québec, il est aussi père de 5 enfants. Merci, Patrice. Je suis vraiment très honoré d'avoir été choisi pour faire cette présentation-là d'introduction générale sur l'évolution de l'économie du Québec. Mon approche va être macroéconomique. En d'autres mots, je vais survoler la forêt, essayer de voir son écologie d'ensemble et non pas m'arrêter à chacun des arbres qui sont là. Ma perspective va être aussi historique, donc, mais en essayant évidemment de la faire déboucher sur le temps présent, et aussi spatiale. Le Québec dans l'économie mondiale, mais il faut se comparer de temps en temps à l'Europe, aux États-Unis et à l'Ontario. Au Canada, je vais surtout me comparer à l'Ontario parce que j'adore les gens du Nouveau-Brunswick. Je veux dire, j'ai de la famille là. Cependant, le Nouveau-Brunswick, c'est plus petit que la région de Québec ici. Et donc, la comparaison va porter sur un ensemble plus grand là, qui est l'économie de l'Ontario. Et puis à l'ouest, évidemment, ils sont sur du pétrole, de sorte que le Québec, en le comparant à l'Ontario, on compare à une autre économie qui n'est pas productrice de pétrole. Donc, c'est important là, le point de comparaison. Je vais essayer aussi de présenter un point de vue équilibré. Vous êtes continuellement sollicité dans les médias par des gens qui ont des points de vue idéologiques ou de charlatans ou de démagogues, soit en faveur d'une approche misérabiliste sur le Québec, c'est-à-dire tout va mal au Québec, on est poche, on est en arrière des autres, Monsieur Dubé, c'est un tweet, etc. L'autre aspect, c'est l'attitude complètement jovialiste. Là. Tout va bien au Québec, on est le meilleur au monde, on fait ci, on fait ça. Mais il est important de se baser sur les faits puis d'avoir une bonne perspective, une perspective juste sur les bons coups qu'on a faits et aussi les mauvais coups qu'on a faits. Parce que si on veut regarder l'avenir, ben, il faut essayer de renforcer nos bons coups et de réparer nos mauvais coups. J'en suis tout à fait pour créer des nouveaux champions avec M. Dubé. J'espère qu'il va inclure le Canadien de Montréal dans sa liste de gens dont il veut faire des nouveaux champions. Ma présentation est en 3 parties. La première partie, c'est quels sont les objectifs que M. Lesage nous a fixés au début des années 60. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour remplir le mandat qu'il nous a donné depuis 50 ans ou même 60 ans. Et la troisième partie, c'est où est-ce qu'on s'en va à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les années? Quels sont nos défis actuels? Donc, et en gros, ce que je vais conclure, c'est qu'on a eu des résultats extraordinaires dans au moins 2 des domaines. Premièrement, le partage de la richesse. Et deuxièmement, également, l'emploi au Québec. On a eu des résultats qui, maintenant, sont assez extraordinaires dans le domaine de l'emploi. Par contre, on a encore d'importants défis à rencontrer pour contrer les effets de la démographie déclinante au Québec. Et également, il faut absolument accélérer la productivité, c'est-à-dire la quantité de choses qu'on produit par heure
travailler. Et évidemment, la révolution numérique devrait nous aider à le faire. Donc, l'objectif fixé par M. Lesage, la base, c'est son discours du budget d'avril 1962, que j'invite tout le monde à relire ou à lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, dans les années 60, il y a eu un livre qui est paru intitulé « Nègres blancs d'Amérique » qui identifiait les Canadiens français comme étant les nègres blancs d'Amérique par Pierre Vallière. Je ne sais pas si c'est un cousin de Marc. Non. Non, c'est une joke, là. Mais, ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est qu'on était dans une société au Québec quasi coloniale. Pas vraiment coloniale, on n'était pas l'Algérie, mais quasi coloniale en le sens que le rapport entre le salaire moyen des hommes au Québec et le salaire moyen des hommes francophones et des hommes anglophones au Québec était de 52 %, c'est-à-dire inférieur au rapport entre le salaire des Noirs et le salaire des Blancs aux États-Unis. En d'autres mots, c'est vrai qu'on était les nègres blancs d'Amérique à l'époque, donc Vallière avait raison. C'est probablement, à mon avis, le seul point sur lequel il avait raison, là, mais quand même, en termes de faits, c'est clair, notre niveau d'éducation, de scolarisation de nos jeunes était inférieur à celui des Noirs aux États-Unis. Bien sûr, aujourd'hui, on les a amplement dépassés, mais c'est important, quand on dit, bien, on a encore des croûtes à manger, tout ça, de se rendre compte tout de même qu'on est parti de très, très, très loin par n'importe quel standard nord-américain. Maintenant, si vous regardez justement une image précise du niveau d'éducation pour les jeunes adultes, 25-34 ans, à l'époque, au recensement de 1961, vous voyez qu'on avait les 2 tiers de ces jeunes Québécois-là. Et là, les 25-34 ans, il n'y a pas de revenez-y. Ils avaient fini leur parcours scolaire. Okay? Et donc, les 2 tiers de ce groupe-là n'avaient pas aucun diplôme, évidemment, pas de diplôme secondaire, alors que c'était à peu près la moitié en Ontario. Donc, les Ontariens avaient déjà une avance sur nous. À l'autre extrême, on était 5 sur 100 parmi les jeunes à avoir un diplôme universitaire. Alors maintenant, on est rendu à 34 %. Là. Et c'était à peu près la moitié de ce qui était le cas en Ontario. Et par conséquent, on est encore, simplement pour marquer le point qu'on est parti de très, très, très loin. Évidemment, M. Lesage s'en est rendu compte et dans son discours du budget d'avril 62, que j'aimerais que vous lisiez, retournez à la bibliothèque lire ça. Nous constituons une minorité ethnique qui a pu survivre, mais dont la puissance matérielle est loin de correspondre à celle de nos compatriotes de langue anglaise. Notre triple objectif est d'améliorer la culture et l'éducation, d'instaurer un meilleur niveau de santé et de bien-être et de favoriser le progrès économique de la province. Et dans ça, on peut dégager à peu près 4 objectifs. Le premier, c'est envoyer nos enfants à l'école. Le deuxième, c'est améliorer le niveau, réduire la pauvreté au Québec, la santé et le bien-être qui étaient très déficients dans la plupart des régions du Québec, et favoriser le progrès économique, c'est-à-dire autant que possible rattraper la moyenne canadienne, et également avoir une plus grande maîtrise de notre propre économie. À l'époque, il y avait moins que la moitié de l'emploi qui était contrôlé par des entreprises de propriété francophones, alors que nous étions 80 % de la population de la province. Maintenant, première partie est finie. Donc, on vient de loin, loin, loin. Okay? C'est assez clair, là. Je veux dire, il est important de se rendre compte que le chemin parcouru est tout à fait méritoire et que les objectifs que nous a fixés M. Lesage ont été effectivement remplis dans une très large mesure. Il reste encore des choses à faire, mais on progresse et on continue. On a progressé et on continue de progresser à l'heure actuelle. Puis, évidemment, on compte sur M. Dubé pour nous aider à aller dans cette direction-là. C'est dans le sac, finalement, la Révolution tranquille. Premièrement,
l'objectif scolaire, notre niveau de scolarisation médian a rejoint celui de l'Ontario. C'est vrai qu'on a moins de diplômés universitaires, mais on a beaucoup plus de diplômés collégiaux et professionnels. Et dans l'ensemble, notre post-secondaire est plus avancé que le leur. On a plus de monde qui a un diplôme au-delà du secondaire que chez eux. Deuxièmement, notre objectif économique a été atteint. On a aussi rejoint l'Ontario en niveau de vie. C'est pas clair dans bien des écrits parce que les gens ne tiennent pas compte que le niveau moyen des prix est beaucoup plus bas et le niveau des salaires, évidemment, aussi en proportion, beaucoup plus bas qu'en Ontario. Et quand on compare juste les PIB par habitant, on a de l'air de vraiment très, 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 très poche. Mais il faut toujours garder à l'esprit que 1000 pièces dépensées au Québec, ça prend 1200 pièces. Pas 1200, là, mais mettons 1150 dollars pour acheter la même chose. Donc, quand on calcule le PIB du Québec, il y a toujours plus de stuff dans 1000 pièces de PIB au Québec que dans 1000 pièces de PIB en Ontario. Beaucoup, beaucoup plus de stuff. Et quand on fait la comparaison comme il faut, on n'est pas très loin de l'Ontario. On a baissé un peu ces dernières années. Ça ne dépend pas essentiellement du gouvernement actuel, là, mais pour des raisons démographiques et le fait que notre productivité est plus lente. Mais quand même, on a pas mal rejoint le niveau de l'Ontario. Troisièmement, l'objectif national, les francophones maîtrisent leur économie en proportion de leur démographie. On n'est pas rendu à 80 de la propriété francophone, mais on est rendu à presque 70 ce qui équivaut à 80 de la propriété qui n'est pas étrangère ou pas extérieure au Québec. Et quatrièmement, notre objectif social a vraiment été rempli comme il faut. La répartition de notre richesse au Québec, c'est la moins inégalitaire de toute l'Amérique du Nord quand on regarde comment ce PIB par habitant-là, ce n'est pas juste la moyenne qu'il faut regarder, mais aussi l'écart type, c'est-à-dire la variance, la répartition à travers les classes sociales. Alors, on fait mieux que n'importe qui ailleurs en Amérique du Nord là-dessus. Je m'excuse, je n'hésite pas à nous dire qu'on a fait des bons coups quand on a fait des bons coups, ni nous dire qu'on a fait des mauvais coups quand on a fait des mauvais coups. C'est ça qu'il faut faire. Bon, premièrement, la scolarité, je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure. On a maintenant 77 de nos jeunes adultes, 25 à 44 ans, qui ont un diplôme au-delà du secondaire. Pourquoi c'est important? Parce que toutes les études scientifiques nord-américaines des années récentes démontrent que l'écart de revenus, l'écart salarial entre les gens qui ont un diplôme au-delà du secondaire et seulement un diplôme secondaire au moins, s'accroît de plus en plus. Par conséquent, on est dans une course entre l'éducation et la technologie. Et si la révolution numérique est pour marcher, bien là, il faut avoir du monde qui ait de quoi entre les deux oreilles pour comprendre comment ça marche et puis la faire progresser elle-même. Et donc, on est bien avantagé au Québec d'avoir, surtout à cause du collégial technique et du professionnel, on a un peu moins qu'eux en termes de diplomation universitaire. Il faut travailler là-dessus, évidemment. Mais on est déjà bien installé pour répondre à la course, correctement à la course entre l'éducation et la technologie. Les 100 diplômes, le taux de 100 diplômes au Québec, c'est-à-dire les décrocheurs permanents parmi les 25 à 44 ans, c'est 8,5 %. Vous entendrez surtout dans les médias qu'il y a 20 des jeunes qui ont 19 ans au moins, qui n'ont pas fini leur secondaire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils finissent pendant la vingtaine. Malheureusement, évidemment, il faudrait qu'ils finissent le plus tôt possible, là. Je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'on ait 20 qui ne finissent pas. Au contraire. Mais rendu à la fin de la vingtaine, on a à peu près 8 à 9 seulement qui n'ont aucun diplôme. Dans la vingtaine, il y a beaucoup, beaucoup de diplômes professionnels et techniques et également du secondaire pour adultes qui se rattrapent. Il y a du raccrochage. Et vous voyez que l'écart en pourcentage avec l'économie voisine, la société voisine, l'Ontario, est passé de 6 points de pourcentage il y a 25 ans à aujourd'hui 2 points de pourcentage. Donc, il faut continuer, il ne faut pas lâcher la patate
et continuer à combattre le décrochage scolaire avec toute l'énergie dont on est capable. C'est une des façons dont on va avoir pour résoudre nos problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de main-d'œuvre scolarisée dans les années qui viennent. Deuxièmement, en niveau de vie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a presque rejoint l'Ontario. On a même monté jusqu'à 99 % avant que Carlos Letao devienne ministre des Finances. Non, je m'excuse, Carlos est un ami, là, c'est juste pour le taquiner que je dis ça, mais c'est pas lui qui est principalement responsable du fait qu'on soit retombé à 95 % du niveau de vie ontarien à partir de 99, à partir de 2013. C'est principalement le choc démographique qui fait en sorte qu'on a de moins en moins de gens qui sont dans les âges de 15 à 64 ans et de plus en plus dans les âges de 65 ans ou plus. Et par conséquent, ça fait de moins en moins de gens pour travailler et de plus en plus de gens à nourrir et à soigner dans les âges plus avancés. C'est ça qui surtout explique le creux qu'on a connu là. Mais regardez l'histoire, c'est assez intéressant. Monsieur, je ne passerai pas dans le détail là-dessus. Monsieur Dubé a passé du temps. Il a mentionné, vous voyez le petit pic à Expo 67 quand on a construit ça. Le pic des Jeux olympiques puis de la baie James dans les années 70 et début de tournant des années 80 sous M. Bourassa, M. Lévesque. Mais vous voyez que malgré tout ça, après la fin de la première version de la baie James, on avait augmenté en niveau de vie par rapport à l'Ontario seulement de 84 % en 1965 à 87 % en 1990. Alors, vous voyez que ça a pris du temps. Ça a pris toute une génération. J'entendais en fin de semaine... à Tout le monde en parle, Peter Simons qui disait ben ça prend toute une génération pour faire une révolution éducative. Bien, il a parfaitement raison, on le voit là ici. Alors, vous voyez qu'à partir, par contre, de 1990, c'est-à-dire 30 ans après le début de la Révolution tranquille, le taux d'emploi au Québec a commencé à augmenter, pas le taux d'emploi, le revenu par habitant au Québec a augmenté systématiquement plus rapidement qu'en Ontario. C'est à partir des années 90 que le virage s'est pris et la principale source de ce virage-là, au moins au départ, ça a été la révolution éducative. Ou en d'autres mots, comme disait mon oncle Guy, là, celui qui a lancé les croisières AML, on a mis de quoi entre les deux oreilles de nos enfants. Okay? C'est ça qui a commencé à donner le résultat. Et bon, la Caisse a aidé, M. Dubé, je suis d'accord avec ça. Là. Et donc, il y a eu une deuxième vague d'investissement en Baie James, qu'on le voit un petit saut en 94-95. Mais par la suite, qu'est-ce qui a fait poursuivre l'augmentation du taux d'emploi au Québec et par conséquent l'augmentation du revenu par habitant? C'est nos femmes. Okay? Et c'est ce que j'ai écrit l'acronyme au tableau, le SGCR, c'est-à-dire les services de garde à contribution réduite, qui est le mot bureaucratique pour parler des garderies pas chères. Okay? Alors, les garderies pas chères au Québec ne sont pas une invention québécoise, mais le Québec est le seul État parmi les 60 en Amérique du Nord à avoir un système de garde à contribution réduite, c'est-à-dire où les parents paient seulement une petite fraction de ce que ça coûte réellement. Et ça a aidé à concilier travail-famille à un point où le taux d'activité des jeunes femmes au Québec est maintenant le plus élevé au monde. Okay? On vient de coiffer les Suissesses et on a dépassé depuis 2 ans les Suédoises dans le taux d'activité féminin des jeunes femmes au Québec. Donc, nos femmes, ils font leur contribution à la résolution des pénuries de main-d'œuvre. Okay? Mets-toi ça entre les dents. C'est important de comprendre que nos femmes ont joué un rôle important. Et quand on parle de concilier de travail-famille, c'est pas
qui travaillent plus en faisant moins de familles. Le taux de natalité, en même temps, a augmenté au Québec avec ces nouveaux programmes-là et maintenant dépasse légèrement la moyenne canadienne. Et par la suite, évidemment, avec le choc démographique, on a baissé un peu en dessous du 99 % qu'on avait acquis. Mais vous voyez, à la fin, on commence peut-être à se stabiliser et peut-être éventuellement remonter la côte, espérons-le. La maîtrise de l'économie, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait le pourcentage de l'emploi total au Québec sous contrôle des entreprises francophones était de 47 %. Il est rendu de 67 %. Il ne faut pas être contre les entreprises anglophones, au contraire, mais ce qui est bon, c'est qu'on ait un équilibre. Et comme il y a à peu près 85 % des entreprises qui sont québécoises, les autres sont de propriété extérieure au Québec, mais là, notre 67 %, c'est à peu près 80 % de l'emploi au Québec qui est sous contrôle francophone, ce qui correspond au poids démographique des francophones. Donc, la maîtrise de l'économie avec ce dont M. Dubé vous a entretenu tantôt, toutes les politiques qui ont été adoptées pour favoriser cette expansion-là, la francisation à un niveau normal de l'économie du Québec, ça réussit. Finalement, les inégalités du revenu, c'est un domaine où on a particulièrement bien réussi au Québec. Si vous regardez ces deux courbes-là, il s'agit du rapport entre le revenu disponible total dans les mains du 20 % plus riche divisé par le revenu total qui est dans les mains du 20 % plus pauvre au Québec, après impôts et transferts que le gouvernement ait réduit, a augmenté les impôts des plus riches et a augmenté les transferts aux plus pauvres. Et vous voyez qu'au Québec, on a commencé, on est en 2015 à peu près au même niveau qu'il y a 40 ans en termes de rapport entre le moton de revenu total qui va dans les mains du 20 % plus riche et du 20 % plus pauvre. Les riches, le 20 % plus riche, au total, gagne 4,6 fois le revenu du 20 % plus pauvre. Et c'était la même chose à peu près au milieu des années 1970. Donc, la progression des inégalités au Québec, on en parle beaucoup, tout ça, là, mais tous les gens qui discutent des inégalités, souvent, font référence à des statistiques soit à l'extérieur du Québec ou américaines, et ne se rendent pas compte que la progression des inégalités a été beaucoup moins importante au Québec qu'ailleurs. Les défis actuels maintenant. En d'autres mots, donc, ce que je voulais souligner, c'est que c'est important de rendre hommage à M. Lesage. C'est important de rendre hommage à ceux qui ont cru à l'objectif, au mandat que M. Lesage a voulu nous donner dans le domaine économique et de reconnaître qu'on a réalisé une bonne partie de tout ça. Comme j'ai indiqué, on a encore du progrès à faire dans le niveau de vie. On vient d'en perdre un peu par rapport à l'Ontario. On a également du progrès à faire au niveau de la scolarisation, notamment de la scolarisation universitaire. Okay? Donc, tout n'est pas absolument parfait. Heureusement, il nous reste encore des défis à rencontrer. Sans ça, on devrait tous prendre notre retraite. Je dirais quelque part entre Rivière-du-Loup et Kakuna. C'est le plus beau coin de la province. Nos défis. Le premier défi, c'est la démographie. Alors, ici, je vous présente le poids de la population des 15 à 64 ans, celle qui recrute à peu près 97 % de tout l'emploi au Québec. C'est recruté dans les 15-64 ans. Et je mets ça en proportion de la population totale qui inclut les gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les enfants de 15 ans au moins
et de 14 ans au moins et les retraités de 65 ans ou plus, bien qu'il y a des 65 à 75, évidemment, qui travaillent, là. Alors, ce rapport-là, qui est un rapport purement démographique, vous voyez qu'on a commencé dans le milieu des années 60 avec à peu près 60 de la population qui pouvait être mise au travail. Et ça a monté avec les baby boomers qui sont arrivés dans la population de 15-64 ans. Ça a monté jusqu'à 70 au tournant des années 80. Ça a baissé un peu par la suite parce que leurs successeurs ont fait moins d'enfants, mais il y a eu un écho du baby boom parce que les baby boomers eux-mêmes, bon, ils n'ont pas eu un taux de natalité extraordinairement élevé, mais par contre, comme ils étaient très nombreux, bien, ça a maintenu le taux, le poids des âges actifs dans la population totale. Donc, il y a eu un écho de ça. Mais carrément, vous voyez bien qu'entre 2005 et 2010, ce poids-là s'est mis à descendre comme une roche dans le fond de l'eau. Et on s'en va allègrement vers le 63, 62, 61, 60 dans les années qui viennent. Le pays où le taux où la démographie, le poids démographique des âges actifs est le plus faible, c'est le Japon. Ils sont maintenant quelque chose comme 58 sont en dessous, en dehors de la map. Ils sont en dessous du 60 là, qui est ma base ici. Et bon, eux, on a l'impression que l'économie japonaise, elle va mal. Elle va pas mal, l'économie japonaise. Elle va très, très bien. Elle va même mieux que l'économie américaine. C'est juste que la taille globale de l'économie japonaise baisse parce qu'ils sont moins nombreux à travailler, étant donné qu'il y a moins de monde dans les principaux âges actifs. Mais quand on prend le revenu par personne de 15 à 64 ans, l'économie japonaise continue d'aller très, très bien. L'Inde, c'est important. La Chine, c'est important, mais il ne faut pas oublier non plus la Corée du Sud et l'Inde et le Japon qui vont très, très bien. Donc, et vous voyez que ça va continuer. Le bust, le baby bust, commence à avoir des conséquences importantes sur l'économie du Québec. Et donc, les 15-64 ans au Québec, non seulement la croissance a ralenti, mais ça baisse. Dans les 3 dernières années, on a perdu 15 000 personnes dans les âges de 15 à 64 ans. Et donc, il y a 2 conséquences pour ça. Premièrement, pour le gouvernement, ça fait moins rentrer d'impôts parce il aurait pu être plus non. Évidemment, le taux d'emploi améliore les choses pour le gouvernement, mais par contre, si ce taux d'emploi accru était sur une population de 15 à 64 ans qui elle-même s'accroissait, je veux dire, là, c'est pas des 4 milliards par année qu'on ferait de surplus, ça serait des 10 milliards par année qu'on ferait de. Non, et donc, il y a un effet sur les revenus gouvernementaux et il y a évidemment aussi un effet sur les besoins de soins de santé, de services à domicile, etc. Et ça va s'accroître avec le temps parce que les baby boomers, le problème qu'il y a, c'est qu'ils survivent. Okay? Je vous le dis bien franchement, là, je suis un de ceux qui a plus que 70 ans. Là. Comme je dis à mes étudiants, j'ai 15 ans de plus que j'en ai l'air. Mais les baby boomers vont avoir une espérance de vie qui va dépasser bientôt 85 ans. Or, les médecins nous disent que parmi les gens de 85 ans, il y en a la moitié des gens de 85 ans ou plus souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence ou d'autres maladies chroniques dégénératives. Ils vont exiger des services 24 heures par semaine, 24 heures par jour, 7 jours par semaine dans les années qui viennent. Et donc, les besoins en santé vont continuer de s'accroître à un rythme extrêmement rapide à cause de ça, avec le passage du temps d'ici 20-30 ans. Deuxièmement, l'emploi, c'est vraiment magnifique.
comme j'ai mentionné tantôt, c'est surtout à cause de nos femmes, à cause du niveau d'éducation en général qui a augmenté aussi. Les hommes ont contribué à ça, mais c'est surtout à cause de nos femmes. Et comme vous voyez, c'est à partir de la fin des années 90 que ça s'est manifesté. Donc, il y a parfaite coïncidence avec l'introduction du système de service de garde des garderies à bon marché. Et comme nul n'est prophète en son pays, je dois vous dire qu'il y a plusieurs études canadiennes hors du Québec, européennes et américaines qui ont fait la démonstration que l'ascension fulgurante du taux d'emploi au Québec est principalement due au régime de garde bon marché qu'on a. Et vous voyez que c'est rendu à un point où 78 de la population de 15 à 64 ans qui est au travail. La productivité, malheureusement, ça va moins bien que le taux d'emploi. Le Québec avait autrefois une productivité plus importante que les Ontariens. Si on ajuste toujours le niveau des prix correctement, surtout parce que dans les années 1970, on a eu vraiment des fortes augmentations de salaire qui ont été provoquées par les négociations collectives gouvernementales et dans l'industrie de la construction. Et donc, pour être capable de payer ces salaires-là, des salaires plus élevés, bien, on a eu beaucoup de chômage. Le chômage a été très élevé dans ces périodes-là. Et donc, le fait qu'on ait eu une productivité supérieure au Québec, à l'Ontario à l'époque, ce n'est pas nécessairement une bonne chose, c'est une mauvaise productivité. Par contre, depuis le milieu des années 80, au contraire, notre productivité tient le coup par rapport à celle de l'Ontario. C'est rapproché de celle de l'Ontario parce que les errements des années 70 ont été dépassés. Mais malheureusement, les Ontariens sont en train de nous passer et c'est le principal défi, la production de biens et de services par heure travaillée. Alors, vous voyez que, et dans cette production-là de biens et de services par heure travaillée, moi, je vais dire tout à l'heure quelques éléments qu'on pourrait ajouter. Le taux de pauvreté relative, c'est aussi là où on a eu un grand succès relativement au reste de l'Amérique du Nord. En termes de taux de pauvreté, on est à peu près à la médiane des pays riches, mais comme vous voyez, notre taux de pauvreté est nettement inférieur au taux de pauvreté canadien et au taux de pauvreté américain, australien. En tout cas, les autres pays régions d'Amérique du Nord ont un taux de pauvreté plus élevé que le nôtre. Alors, nos politiques sociales ont évidemment contribué, surtout politiques sociales et familiales des 25 dernières années, ont beaucoup aidé à cette baisse de la pauvreté-là. Maintenant, nos défis, c'est premièrement, je pense, devenir une société de confiance. Il faut, dans toute la mesure du possible, éviter la polarisation des idées et des attitudes, des idéologies au Québec entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il faut éviter ça et demeurer plus au centre. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'appui à la fois pour nos entreprises et nos gouvernements. Deuxièmement, mettre l'accent sur les compétences de base. Finir leur secondaire, aller au cégep et prendre des diplômes universitaires et compléter ces études-là. C'est la persévérance jusqu'au diplôme qui est un gros problème chez nous, à la fois au niveau collégial et au niveau universitaire. Continuer à favoriser le taux d'emploi, comment? Mais là, nos femmes y ont fait pas mal leur part. Ils sont rendus au plus haut niveau mondial. Et il faut maintenant demander à nos 55 ans et plus, peut-être, d'aller plus vite, c'est-à-dire de continuer à travailler pour, évidemment, ceux ou celles qui ont le goût de le faire. Également, faire en sorte que nos immigrants s'intègrent plus rapidement au marché du travail. Finalement, faire décoller la productivité avec toutes les possibilités qu'on peut avoir et poursuivre nos ambitions égalitaires. OK. Donc, je finis avec une citation de Yanis Malat, qui est notre PDG de la société Ubisoft au Québec, qui a de l'air
tout aussi enthousiaste que M. Dubé pour l'avenir de notre économie. Lui, il ne crée pas un champion, il en a déjà créé un. Là. Donc, il s'agit de continuer. Merci. Merci. Ou si la voix porte suffisamment, parler à partir de l'arrière. Ouvre tes oreilles parce que ça se peut que j'ai des problèmes d'audition. Si effectivement. Veux-tu recommencer, s'il te plaît? Oui. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Donc, la question est par rapport à la démographie. J'étais surpris de voir que ce n'était pas dans l'avant-dernière diapositive un des principaux défis du Québec pour les prochaines années. Est-ce que, effectivement, c'est un problème? Et puis, si oui, est-ce que ça vaut la peine de mettre des mesures fiscales pour encourager les naissances? Et est-ce qu'il y a un risque aussi à mettre tous les œufs dans le même panier de l'immigration, considérant les facteurs d'intégration? Est-ce qu'il y a plus d'argent qu'on devrait mettre là-dedans ou les facteurs aussi culturels? Peux-tu me répéter? Oui. Je m'excuse, j'ai un problème d'audition. C'est à faute de ma mère. Essentiellement, il voulait savoir. Pourquoi la démographie n'est pas un défi qui est gouvernemental, c'est ça? Oui, ou de société. OK. Bien, écoute, je pense que c'en est un, en tout cas avec le gouvernement actuel et plus particulièrement avec la ministre de l'Immigration actuelle. Il faut comprendre que lorsque des gens de l'extérieur arrivent dans un pays ou dans une région comme la nôtre, je veux dire, c'est normal qu'il y ait un niveau passé lequel il y a des réticences, des réactions négatives qui se développent. OK? C'est pas du racisme, là, c'est tout simplement que, hey, wow, tu sais, c'est pas des gens comme nous autres, etc. Et donc, dans n'importe quelle société, il y a un rythme qu'il faut respecter, au-delà duquel, si tu le dépasses trop, il va arriver un taupin comme premier ministre, puis il va dire, bien là, mettons, à l'heure actuelle, au Québec, on a 50 000 immigrants internationaux chaque année. OK? Si on était allé à 70 80 000, mettons, pour d'ici les 3-4 prochaines années, mais moi, je vais te dire de quoi. Je suis absolument convaincu qu'on aurait eu un premier ministre très bientôt qui nous aurait dit, mais non, ça ne marche pas, on descend à 30. Okay? La beauté de la stratégie de Mme Veil, puis là, je n'ai pas de lien politique, là, mais j'essaie d'analyser ce qu'elle a fait. Elle a convaincu le PM qu'aller à 60, 70, 80 000 rapidement, ça desservait sa cause. C'est-à-dire que le danger, c'était que d'ici 5 ans, il y a quelqu'un qui arrive et dit c'est plus 70 000, mais ça va être 30 000 ou 20 000 qu'on va accepter. Okay? Elle a dit restons à 50 000. On voit très bien que c'est difficile encore d'intégrer rapidement les immigrants récents au marché du travail. Et mettons l'argent supplémentaire qui rentre, là, Carlos, il y en a dans ses coffres qui rentrent, là. Mettons l'argent supplémentaire pour aider nos nouveaux immigrants à entrer sur le marché du travail, à bien s'intégrer le plus rapidement possible. Et puis là, progressivement, on pourra augmenter à 55, 60, 65 avec le temps. Mais si on va trop vite, on va avoir l'effet contraire de celui qu'on recherche, c'est-à-dire progressivement d'avoir une société diverse qui intègre bien ces immigrants. Alors moi, je pense que le Québec a été chanceux d'avoir cette personne-là au bon moment pour convaincre le PM il y a tellement de choses dans sa tête, il y avait d'autres choses à penser aussi. Il n'avait pas réfléchi suffisamment à la conséquence de vouloir accélérer de façon artificielle le rythme d'immigration. Mais est-ce que l'immigration est une priorité? Oui,
je pense qu'on peut en conclure que c'est une priorité pour le gouvernement du Québec, mais c'est aussi une priorité qui est défendue par nos gens d'entreprise, puis ils ont parfaitement raison à le faire, mais ce n'est pas nécessairement en augmentant le nombre d'immigrants à 70-80 000 rapidement que ça va régler leur problème, mais en s'assurant que les immigrants qui arrivent soient aussi bien adaptés que possible aux emplois qui sont disponibles. Et là, les techniques d'intégration semblent appuyer plus sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur la composition de l'immigration que sur les nombres absolus. C'est-tu correct, ce que je dis? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'immigration au problème de démographie? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'immigration au problème de démographie? Non. Bien, c'est-à-dire que techniquement, il y en a toujours. Tu sais, on peut toujours avoir un taux de natalité plus élevé, forcer nos couples à avoir plus d'enfants le plus rapidement possible. D'autre part, dire à nos bébés boomers de se dépêcher de trépasser. Mais là, tu sais, je veux dire, là, on tombe dans... Mais écoute, tu as seulement la natalité, la mortalité, et puis l'immigration et immigration. C'est-à-dire... mais avec une économie qui fonctionne bien, on va avoir moins d'émigration du Québec vers les autres provinces canadiennes. On voit maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup d'immigration en provenance de la région de Toronto. Imagine-toi, il y a des gens qui, à Toronto, commencent à se rendre compte que le logement coûte moins cher à Montréal. Alors, merci beaucoup. Je pense j'aurais eu, s'il vous reste du temps. Oui, rapidement, parce qu'on est déjà en retard sur le... Parfait. Québec-Lévis, l'économie va bien, mais on est gros comme le Nouveau-Brunswick. Montréal, qui est la locomotive, pourriez-vous nous en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a suffisamment de charbon? Ils ont l'air à reprendre, mais les années passées ont été assez difficiles dans l'économie pour Montréal. Bien, premièrement, Québec, ça va bien. Puis, moi, je suis originaire de Lévis. C'est en partie à cause de Lévis que Québec va bien. Non, mais la région métropolitaine de Québec est la région la plus dynamique dans l'économie canadienne à l'heure actuelle. Okay? Montréal, est-ce que ça va super bien, Montréal? Non. Ça va beaucoup mieux que ça allait, mais ça allait mal avant. Donc, ça va juste normalement, l'économie de Montréal. Mais Montréal a beaucoup d'attrait pour les plus jeunes. Mes enfants me disent qu'ils ont beaucoup de jeunes qui arrivent de Toronto et qui s'installent à Montréal avec beaucoup de bonheur et qui, de façon absolument surprenante, se mettent à apprendre le français. Okay? Mais je ne peux pas te dire là, pourquoi Montréal va mieux, va plus. C'est un peu comme disait M. Dubé tantôt, c'est pas mal dans tous les secteurs que ça s'est amélioré. Écoute, Montréal a toujours été bon dans les secteurs recherche-développement, les secteurs qui sont proches des universités, et ça va continuer de l'être. Moi, j'ai un de mes fils qui travaille dans les jeux vidéo. Alors là, ça raide dans ce domaine-là. Là, il y a toujours 3-4 offres d'emploi sur la table. Évidemment, il y en a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Mais, comme disait ma femme, non, pas ma femme, oui, mais en répétant ce que mon beau-père lui avait appris, quand on a le choix entre mal et pire, c'est mieux d'avoir mal. En d'autres mots, c'est mieux d'avoir une pénurie de main-d'œuvre que du chômage endémique généralisé. Parce que c'est plus facile de trouver des solutions pour régler un problème de pénurie de main-d'œuvre que de trouver des solutions pour un chômage généralisé, surtout quand tu frappes les gens au bas de l'échelle. Mais je m'excuse, je réponds mal à la question, j'en suis conscient, là, mais j'en sais pas plus que ça là, pour l'instant. Ça pourra faire l'objet d'un dîner-conférence peut-être pour le Cercle Finance Québec. Alors, écoutez, mon tweet, il est de 140 mots et moins. On reprend précisément à 10h45. Il y a du café et du thé et quelques biscuits
qui vous attendent à l'extérieur. Merci.